Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et la mêlée est de retour avec Philippe David. Ça va Philippe David? Bonjour à tous. Ça va très bien, ça va Cécile? Oui, c'est plus un ruck qu'une mêlée, parce qu'une mêlée c'est ordonné, vous avez 3, 2, 3. Là le ruck, tout le monde se tombe dessus, c'est un peu plus... C'est comme ça que vous signifiez, enfin en tout cas vous comparez les vraies voix à un ruck en fait. C'est bien, oui. Oui, c'est ça. Un bon ruck c'est bien quand même. Ouais, moi je suis le up, tu es le under. Oh dis donc, c'est bien vu. C'est beau, c'est chic, c'est moi, chic. Moi je pars en Kengo là, t'as vu, je te le plante entre les deux poteaux là. Il y a le poteau de gauche, le poteau de droite, et moi au milieu je pogne. Voilà, en tout cas, vous avez 2 heures pour pouvoir transformer tous vos essais, mesdames et messieurs. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes à qui on dira bonjour dans quelques instants. En attendant, au sommaire de cette émission, on va revenir sur la visite à Lampedusa hier d'Ursula von der Leyen qui a répondu à l'invitation de Giorgia Meloni pour constater de visu la situation critique, les interventions d'Emmanuel Macron près de la présidente du Conseil italien et les appels du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à son homologue italien sont vus à Rome comme finalement les premiers signes attendus de solidarité, Philippe. Oui Cécile, et on vous pose cette question, l'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays? C'est ce que certains sous-entendent. Alors on en mettrait X au Danemark, Y en France, W en Italie, B en Espagne, ou est-ce que pour vous c'est aux États-nations souverainement de décider de dire nous on veut ou nous on veut pas? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Il y a cette question, l'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays? Vous dites non, à 91%. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, on reviendra sur la présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape qui continue de faire débat. Et le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudelier, a indiqué avoir déposé avec 34 sénateurs une proposition de loi pour inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution et sanctuariser les jours fériés actuels, Philippe. Absolument, il avait fait cette proposition de loi au début de l'été et là il a tweeté avec la messe papale, c'est l'opportunité de la voter. Alors est-ce que pour vous, la France est un pays qui a des racines judéo-chrétiennes ou est-ce que pour vous, comme disait Jacques Chirac il y a quelques années, les racines de l'Europe sont-elles aussi chrétiennes que musulmanes ou est-ce que vous pensez que la loi de 1905 étant ce qu'elle est, c'est une entrave à la laïcité? Venez nous le dire. On vous attend, toujours un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, est-ce que l'inscription des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution vous semble intéressante ou correcte? Vous dites oui à 81%. On va en parler bien entendu avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour débattre sur Sud Radio, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Cécile et Philippe. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio et LCI. Bonsoir. Mes chers amis, bonsoir. Et Philippe, Spiritus Sancti, Amen. Voilà, donc quand elle met son torchon rose autour de la son torchon. Tu imagines un peu comment, parce que les jalouses, tu sais, vous savez, c'est la jalousie qui la meut, c'est le rose italien. C'est le rose italien. C'est pas le violet, papa. Moi je pensais qu'elle se prenait pour François Mitterrand avec son écharpe rouge et qu'elle la mettait autour du cou, il manquait que le chapeau. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député et ancien patron du RAID, auteur de Les Hommes en Noir publié chez Plomb. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Cécile, bonsoir Françoise, bonsoir les Philips. Bienvenue. Vous n'êtes pas totalement désarmé face à eux? On n'a pas commencé le match encore. Pas du tout désarmé. Il n'a aucune raison de l'être en plus. Désarmé. Quoi qu'il en soit, vous nous Il a appelez. ses fiches. Voilà. Le gros fantasme, il a ses fiches. Il nous a passé au fichier. Qui viennent directement de la DGSI. Voilà, c'est ça. Je tiens à signaler. Et les fichiers S, il y en a quelques-uns autour de cette table. Heureusement qu'il n'a pas été désarmé. Mais des fichiers S comme sympathiques. J'allais vous le dire. S Voilà, comme sympa. 0826 300 300, vous nous laissez chaque jour des messages sur notre répondeur et nous vous en remercions. Richard de Toulouse. Oui, Richard Toulouse. Je voulais savoir si ce serait possible que vous abordiez le problème des stations de service et de la compensation qui va être donnée aux indépendants. Sous l'angle de juste une manœuvre politique au profit des grands distributeurs installés, Leclerc, Intermarché, Carrefour et d'autres, déclamaient, en particulier le patron de Carrefour, qu'on avait une baisse de la fréquentation. Donc en fait,
amener de l'essence moins chère en faisant sauter un verrou de la loi de la vente à perte, ce qui est terrible d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas là encore dans de la connivence, dans de la bidouille, et tout ça sur le dos de nos impôts? Voilà, je ne sais pas si ça pourrait être abordé sous cet angle. Merci en tout cas de nous avoir alerté, Richard de Toulouse. C'est vrai que cette vente à perte de l'essence, ça pose problème pour les petits commerçants. Hein. Et puis surtout, c'est l'usine à gaz qui est créée pour compenser pour les petits commerçants. Alors, on va compenser sur quelle base? Personnellement, j'ai rien compris. Moi non plus, déjà la matière ne me passionne pas. Par conséquent, avec la complexité gouvernementale, j'aboutis dans un total hermétisme. Voilà, on a perdu Philippe Bilger. Est-ce qu'on peut retrouver Françoise de Gois? Oui, c'est Jojo l'embrouille, c'est Jojo la bricole. C'est-à-dire que je prends un peu là, je rhabille là. La vérité, c'est que derrière tout ça se montre un visage nu, l'impuissance à enrayer cette crise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est au-delà de 2 euros, 2,06 euros, 2,10 euros. Non, mais on a même vu 2,40 €, c'est pour vous dire. Il circulait du micro, donc on passe. Non, moi j'ai pas compris moi ce mécanisme-là. Autant j'ai compris que ce qui se passait avec Total, c'est-à-dire la limitation à 2 € maximum, autant le reste j'ai pas compris. Et vous, au 0826 300 300, puisque vous réagissez bien entendu en direct, et c'est Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tous. Bienvenue Gérald, comment ça va? Ça va très bien. Écoutez, malgré que je sois un peu chafouin de nos responsables politiques et de leur attitude. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, en ce moment, ils se projettent tous, que ce soit de Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Darmanin, Philippe et Lisnard, ils se projettent tous à 2027. Alors que c'est dans 4 ans, et on ne les entend que se projeter sur les prochaines présidentielles afin de prendre évidemment la place du roi. Alors comment voulez-vous encore porter une crédibilité à la politique française si on ne pense pas d'abord aux problèmes des Français? Je pense qu'il y a des sujets, comme vous l'avez entendu, extrêmement importants, comme vous venez d'en parler à l'heure actuelle, du carburant à 2 € et l'augmentation de l'électricité, l'écologie politique, l'insécurité et évidemment l'immigration qui est au cœur du sujet. Pour vous, Philippe Bilger, pour Gérald, on enjambe les problèmes des Français. Il a totalement raison, même si je suis le premier à m'intéresser à 2027, il a raison, on a l'impression que les personnalités qu'il a citées ne font que ça. Mais est-ce que c'est pas la conséquence du fait que Macron peut pas se représenter? Oui. Et que c'est la course à l'échalote? C'est la conséquence du quinquennat, tout simplement. C'est la conséquence du raccourcissement du mandat. Et puis ça va de plus en plus vite. Les européennes ne seront qu'un grand prétexte à servir supposément de tremplin vers 2027, ce qui est une erreur, parce qu'on ne mélange pas les scrutins. Je suis d'accord avec Gérald. C'est assez pitoyable, en fait. Et vous restez avec nous dans quelques instants. Vous vouliez, je sais que malheureusement on a très peu de temps. On commencera par vous la prochaine fois, Jean-Michel Fauvergue. Ne vous inquiétez pas. Mettez-le en garde à vue. Il y a un grand vide d'un coup. Je vous rappelle le grand débat du jour. L'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays? Pour l'instant, vous dites un grand non à 92%. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300. Il y aura les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu et les réquisitoires du procureur Philippe Bilger. J'aime bien que Fabien Roussel ne prenne pas tout au tragique. Et ben voilà, on en parle dans quelques instants. Merci en tout cas de votre fidélité. C'est les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Minibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, si vous venez de nous rejoindre. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 19h avec aujourd'hui notre ami Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gois, éditorialiste Sud Radio LCI, Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID, auteur Les Hommes en Noir publié chez Plomb, et bien entendu vous, dont Gérald, qui nous appelle de Montpellier au 0826 300 300. Dans un instant, avec Félix Mathieu, on fera un point sur les 3 mots dans l'actu. Les 3 mots, Félix Mathieu? ONU, résidence et indiscrétion. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est un réquisitoire contre ceux qui, en politique, prennent tout au tragique. Oui, en fait, je rebondis sur ce que on a déjà développé hier. On avait noté que les écologistes s'étaient émus de certaines plaisanteries de Fabien Roussel qui disait « je mange de la viande, je vis bien ». Absolument. Et les écologistes avaient considéré qu'ils se moquaient de certaines catastrophes évidemment incontestables, dramatiques. Alors, moi, je n'ai pas trouvé que c'était scandaleux de sa part, parce que j'aime bien précisément que même en politique,
où les affrontements sont toujours trop rudes, trop roides, trop vigoureux et parfois trop polémiques, il y ait quelqu'un qui sache garder le sourire, même si, au fond, il sert son argumentation en faisant le clown, d'une certaine manière. Alors, il faut qu'il fasse attention à une seule chose, c'est qu'à force d'être le Fabien Roussel qu'il affectionne d'être, ça peut devenir à la longue aussi un processus et une forme de conformisme. Françoise de Gois. Oui, c'est-à-dire qu'il devient complètement une caricature. Moi, je regardais son discours à la fête de l'UMA. C'est comment dirais-je, c'est un assemblage de punchline en réalité. Ouais, il fait que ça en réalité. Fabien Roussel, il y a un truc, la gauche est là, il va être là parce qu'il a besoin de plaire à la droite. C'est ennuyeux pour lui parce que Fabien Roussel, c'est une vraie tête politique. C'est quelqu'un qui a une pensée politique marxiste, qui parle très bien du capitalisme, etc. Son discours à la fête de l'UMA, il est sans queue ni tête. Est-ce qu'il a besoin de parler des travailleurs qui parlent français? On comprend pas. Il maintient volontairement les ambiguïtés. Non, mais je sais bien dans quelle lignée. Il fait ce qu'il fait, François. Mais je pense qu'il se trompe complètement. C'est-à-dire qu'il est en train, de se gadgetiser en réalité. Voilà, c'est ce que je pense. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je pense tout simplement qu'en politique, de plus en plus, on manque d'humour et que l'intolérance est arrivée même à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un trait d'humour, de faire une plaisanterie ou quoi que ce soit. Alors, ça dure depuis pas mal de temps. Je peux vous garantir que moi, pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, je me suis emmerdé parce que ça manquait d'humour, ça manquait on manquait de rigoler, etc. Et moi, Fabien Roussel, ce qu'il a dit, ça m'a fait marrer. Alors, effectivement, il faut pas qu'il le fasse à chaque fois. Il faut pas qu'il en fasse un leitmotiv. Mais qu'est-ce que c'était marrant et qu'est-ce que c'était frais d'entendre ça. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots, Félix Mathieu, sont ONU, résidence et indiscrétion. Volodymyr Zelensky attendu pour la première fois à la tribune de l'ONU. La contre-offensive ukrainienne progresse selon les États-Unis qui annoncent l'arrivée prochaine de leur puissant char Abrams. 28 pensionnaires expulsés d'une résidence senior en Bretagne. Le gestionnaire, placé en redressement judiciaire, leur a donné 3 semaines pour quitter les lieux. Et puis un médecin suspendu 15 jours pour avoir consulté le statut vaccinal d'Emmanuel Macron. Il voulait prouver les failles de sécurité de l'application en pleine crise Covid en 2021. Les vraies voix Sud Radio. Il était apparu en vidéo l'année dernière. Le président ukrainien sera à la tribune de l'ONU cette année. Volodymyr Zelensky prend la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. En attendant, les alliés de l'Ukraine se réunissaient en Allemagne. Tout à l'heure, le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, promet l'arrivée prochaine des chars promis par son pays en Ukraine. La contre-offensive ukrainienne continue de progresser régulièrement. De courageuses troupes ukrainiennes percent les lignes lourdement fortifiées de l'armée d'agression russe. Les progrès de l'Ukraine témoignent de l'esprit combatif de son peuple. J'ai également le plaisir d'annoncer que les chars M1 Abrams, promis par les États-Unis, entreront bientôt en Ukraine. Plus la Russie prolonge sa guerre, plus sa cruauté devient flagrante. Les assauts de la Russie se sont étendus bien au-delà du champ de bataille et ont infligé des souffrances humaines indicibles. Ces chars seront notamment équipés de munitions à uranium appauvri capables de percer les blindages, mais controversés en raison des risques toxiques pour les militaires et pour les populations. Demain, Volodymyr Zelensky va rencontrer le président brésilien Lula également, le Brésil qui n'a jamais adopté de sanctions financières contre la Russie. Et le deuxième mot, on part en Bretagne. 28 pensionnaires d'une résidence senior privée se sont retrouvés à la porte sous 3 semaines. Oui, veuillez quitter les lieux avant le 6 octobre. Le courrier reçu par les pensionnaires des Océanides à Pont-Aven dans le Finistère. La mairie promet d'aider ceux qui ne sauraient pas comment se retourner. Le problème est complexe. L'opérateur qui avait racheté la structure il y a 2 ans n'est pas propriétaire des appartements. Il les louait à des propriétaires investisseurs à qui les promoteurs avaient initialement promis des rendements assez peu réaliste au moment de la construction. Bonsoir Jean-Marc Tanguier. Bonsoir. Premier adjoint au maire de Pont-Aven en Bretagne. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Pour faire le point, ces 28 résidents seniors donc s'étaient habitués à vivre ensemble sur place. Il va se passer quoi maintenant pour eux ? Écoutez, déjà, il faut se remettre du choc, puisque c'est un vrai choc psychologique pour les résidents qui avaient appris à vivre ensemble, justement, qui avaient noué des liens d'amitié importants. Et ça, c'est le point le plus important, puisque l'annonce a été extrêmement brutale. Alors maintenant, on va trouver des solutions de relogement à court terme. On va pouvoir
l'enragé, même si le délai imparti est très 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 restreint. Et pour les cas les plus urgents, pour qui on n'arrivera pas à trouver une solution pérenne tout de suite, puisque c'est pas facile, c'est comme 28 résidents, eh bien une solution d'urgence sera trouvée sur place dans les locaux avec une assistance de la mairie ou des services de l'État et des services de l'État. Pour au moins trouver une solution pérenne à terme. Comment c'est possible d'arriver dans une telle situation ? La résidence de son côté, l'opérateur privé met en cause les loyers réclamés par les propriétaires ? Non, les propriétaires sont victimes de cette promotion. C'est une promotion immobilière classique où on promet des rendements incroyables et des déductions fiscales intéressantes. Mais les propriétaires ont payé trop cher ce logement. Le modèle économique était mauvais dès le départ. Et on arrive à une situation malheureusement où tout le monde est perdant. C'est-à-dire les résidents évidemment qui avaient trouvé un lieu de vie qui leur convenait et les propriétaires qui seront de toute manière à terme lésés. Ouais. Donc vous avez une bonne moitié de vos résidents qui ont trouvé à se retourner, c'est ça pour le moment, enfin des résidents de cette résidence. Alors on a déjà des retours positifs de plus de la moitié des résidents. On espère dans les jours qui viennent avoir à nouveau d'autres réponses et le cas échéant, aucun résident se retrouvera sans solution à la porte et sans évidemment une aide sociale. C'est plutôt ce qui est dramatique, c'est que ils avaient fait foyer, ils se connaissaient, ils avaient des relations d'amitié, d'intégration dans le village, et voilà. Restez avec nous. Phénoménal. Restez avec nous, Jean-Marc Tanguy, Jean-Michel Fauvergue. C'est exactement ça. C'est terrible parce que c'est une résidence senior. C'est-à-dire c'est une résidence qui est peut-être médicalisée sans doute, médicalisée, et dans laquelle vous avez des personnes qui font bloc, qui font des animations ensemble et qui arrivent à égayer leur une vie qui est à un certain âge. Et ça lutte contre la précarité. Et puis à Pont-Aven qui a une merveille. Oui, en plus, François. Moi, je suis quand on sait quelle est la difficulté à partir d'un certain âge à changer ses habitudes, à ne pas supporter le moindre arrachement, le moindre changement. Mais déjà, un déménagement plus jeune, c'est terrible. C'est pas possible. Moi, vraiment, cette histoire vraiment me brise le cœur. Je me mets à la place de ces pensionnaires-là qui ont dû jouer aux cartes ensemble, arriver à retrouver des repères. C'est insupportable. À la limite qu'ils soient relogés, c'est très bien, mais le souci n'est pas celui-là. Le souci n'est pas celui-là, c'est le souci psychologique, et ça, je ne sais pas comment Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint peut le combler. Ce sera compliqué. Merci beaucoup, Jean-Marc Tanguy, d'avoir été avec nous, premier adjoint. Je vous en prie. Au maire de. Nous sommes également très touchés par cette situation. On entend. On peut faire du business, mais dès qu'on touche à l'humain, c'est très compliqué. Et en particulier les personnes fragiles qui à l'âge ou le handicap. Non, il faut faire attention. C'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Marc Tanguy, premier adjoint au maire de Pont-Aven. Très jolie commune. Oui, absolument. Troisième mot, indiscrétion. Un médecin suspendu 15 jours pour avoir consulté le statut vaccinal d'Emmanuel Macron. Sanctionné par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France, Michael Rochois, généraliste à Outreau dans le Pas-de-Calais, sanctionné pour manquement à ses obligations déontologiques. Il avait consulté les infos sur la vaccination contre le Covid du président de la République à 2 reprises, en juillet puis en août 2021. C'est un militant pro-vaccination, pro-masque pendant la crise, ce médecin. Il assure avoir découvert lors d'une consultation qu'il pouvait accéder au dossier vaccinal d'un patient juste avec son nom et sa date de naissance. Alors il l'avait signalé à l'Élysée, il l'avait signalé aussi à un site spécialisé, mais ces données étaient couvertes par le secret médical selon l'Ordre des médecins pour justifier la sanction. Lui relativise, il avance que la vaccination du président et des ministres était de toute façon dans toute la presse à l'époque. Merci beaucoup Félix Mathieu. On va revenir dans quelques instants sur notre débat du jour. L'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays ? C'est la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Pierre-Henri, président de la France Fraternité, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une question, peut-être un peu cash. Doit-on gérer cette crise des migrants ou par le cœur ou par la raison ? Avec raison et en dignité. Mais on va expliquer tout cela. Absolument, dans un instant. 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. On vous attend au standard. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Jean-Michel Fauvergue, avec Françoise Degois et bien entendu avec Philippe David. A tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue à tous, c'est les Vraies Voix Sud Radio, une très jolie plateforme de débat, d'opinion. Et justement, on va en parler de ce débat avec Philippe David. Ça va, Philippe ? Ça va très bien, et vous ? Très bien, très bien. Avec nos invités aujourd'hui, nos éditorialistes, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI, et Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID et auteur de ce livre, Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous allons accroître notre soutien au transfert des migrants qui quitteront Lampedusa. Et nous exhortons les pays membres à recourir au mécanisme de solidarité volontaire européen pour le transfert des migrants hors de l'Italie. Nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées voilà quelques mois, qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Mais ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France. Il faut trouver un point commun au sein de l'Europe pour protéger les frontières, lutter contre ces flux migratoires non contrôlés. Mais la décision du peuplement du pays doit être du ressort de la souveraineté populaire, c'est-à-dire des nations. Et donc lors de cette visite à Lampedusa hier, Ursula von der Leyen a donc répondu à l'invitation de Giorgia Meloni qui voulait qu'elle constate la situation critique in situ. Les interventions d'Emmanuel Macron auprès de la présidence du Conseil italien et les appels du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à son homologue italien sont vus à Rome comme finalement les premiers signes tant attendus de la solidarité, Philippe. Et c'est pourquoi on vous pose cette question. #Lampedusa, #immigration. L'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays ? Est-ce que c'est à Ursula von der Leyen et à la Commission européenne de décider, ou est-ce que c'est aux États-nations de dire nous on veut pas, nous on veut bien tant, nous on veut bien tant? Venez nous le dire, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler à un spécialiste, Pierre-Henri, président de France Fraternité, bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de vous poser les premières questions, Philippe Bilger, face à l'état des lieux d'un drame, d'un désastre, quelle est la situation, comment on va gérer cette situation? J'avoue mon incertitude face à ces tragédies. J'entends bien que d'abord, la vision conservatrice que j'ai ne peut pas considérer que c'est une chance pour l'Europe que l'arrivée désorganisée, improvisée, dramatique de ces milliers de migrants à Lampedusa. Deuxième élément, je suis frappé par les alternatives qu'on nous propose. D'un côté, cette tragédie de Lampedusa, si j'ose ce terme, montre que Giorgia Meloni avait fait des promesses qu'elle était incapable de tenir. Ça montre donc qu'une certaine politique de fermeté volontariste, drastique, péremptoire ne marche pas. Et de l'autre côté, je pense à quelque chose que j'ai lu sur Mediapart, c'est l'inverse. On nous dit le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'accueille pas sans discrimination tous les migrants. Je me demande s'il y a une possibilité pour une politique conservatrice intelligente de régler le problème. J'avoue que j'attends avec impatience les avis de notre invité. Françoise Degois. Alors, Lampedusa, moi j'ai souvent été à plusieurs reprises en reportage et pour suivre des personnalités politiques. Déjà, on nous assène l'idée du record. Ce n'est pas vrai. Le record de migrants arrivés à Lampedusa, c'est 2016, 190 000 migrants. 2016 en Italie, 190 000 migrants. Donc, moi je veux bien qu'il y ait une campagne européenne, je veux bien qu'on instrumentalise l'immigration. On sait très bien pourquoi ces bateaux sont arrivés en masse, parce que la mer est très bonne. On sait très bien aussi que la Tunisie est totalement déstabilisé et que le gouvernement tunisien avec lequel nous signons des accords, mais on ne devrait pas signer des accords avec des gens aussi peu fiables, chasse littéralement les migrants. Le deuxième point, pour répondre à la question, je pense que les gouvernants se piègent eux-mêmes. Ils suivent leur opinion publique parce qu'ils pensent que l'opinion publique est contre les migrants. Donc, ils n'acceptent pas les clés de répartition. Et en n'acceptant pas les clés de répartition, finalement, on arrive à une sorte de bouchon et de blocage politique. Moi, je pense qu'au contraire, il faut aller contre ce qu'on croit être l'opinion, prendre des clés de répartition parce que les efforts européens doivent se partager. On a vu dans la dernière crise, les Allemands ont ouvert leurs portes, les Français, malgré les grands mots de mon ami François Hollande, les Allemands l'ont refermé. Mais ils ont fermé, mais bien sûr, mais ils ont fermé, ils ont accueilli 1,5 million. Donc moi, je considère, vous dites, c'est pas une chance, nous n'en savons rien. Il y a des études maintenant qui montrent, par exemple, qu'en Italie, les migrants qui sont arrivés se sont intégrés, rapportent 13 milliards d'euros à la société
pieds, donc ça va. Je crois que cette crise-là de Lampedusa, qui n'est pas la première, en 2011 par exemple, on était dans la même situation aussi, c'est 3 échecs successifs. L'échec d'abord de la politique, comme le disait Philippe, la politique de l'Italie et du gouvernement actuel de l'Italie, ce qui prouve que ces types de gouvernements-là n'ont pas les solutions. La deuxième chose, c'est l'échec de l'Europe, et on reviendra là-dessus sans doute. Et la troisième chose, il ne faut pas l'oublier, c'est l'échec de l'Afrique aussi, qui n'arrive pas à se développer et à garder sa jeunesse et en particulier les gens chez eux. Ça, c'est un gros problème. La deuxième chose que je voulais vous dire, pour parler de la relocalisation, c'est que oui, de toute façon, c'est des accords qui ont déjà été signés et donc il faut appliquer les accords. Mais relocalisation, certes, mais moi, ça me donne un peu l'impression d'être dans une baignoire qui est pleine, dont on essaie de vider en ouvrant la bonde, mais en gardant les robinets grandement ouverts. Donc, dans un premier temps, il faudrait peut-être arriver à fermer les robinets, c'est-à-dire avoir aussi une politique de contrôle aux frontières et effectivement d'étudier les demandes d'asile à l'extérieur de nos pays. Mais c'est ce qui est fait. Il ne faut pas non plus. Non, c'est pas du tout ce qui est fait. Pas du tout, Françoise. Écoutez, j'entends parler de tragédie, de drame. 8000 personnes à Lampedusa en 48 heures. Si on veut les répartir, c'est 300 personnes dans chaque pays européen. Et est-ce qu'il me paraît, personne n'a parlé d'invasion ou de submersion migratoire lorsque l'Union à 27 a accueilli 4 à 5 millions d'Ukrainiens, avec justesse d'ailleurs. Pas plus, nous n'avons parlé d'invasion migratoire lorsque, en 2015, nous avons fait face pour accueillir 1 500 000 personnes en provenance de Syrie. Alors, il ne s'agit pas de nier le problème qui se pose aujourd'hui aux pays de première arrivée, mais il faut garder raison. Les images qui sont en provenance de Lampedusa ne disent pas la vérité des flux migratoires vers l'Europe. Je vous rappelle qu'en 2022, les 5 premières nationalités qui ont déposé l'asile dans l'Union viennent premièrement de la Syrie, deuxièmement de l'Afghanistan, troisièmement de la Turquie, quatrièmement du Venezuela, cinquièmement de la Colombie. Donc l'idée selon laquelle en réalité l'Afrique se déverserait sur l'Europe est une idée totalement fausse, totalement construite. 80% des flux vont à l'intérieur de l'Afrique. Ensuite, vous posez une question qui est celle de la répartition. Alors nous avons un problème. C'est que la répartition, elle a déjà été votée, vous l'avez rappelé, en 2015, 160 000 personnes devaient être localisées, 30 000 seulement l'ont été. Il y a eu un autre accord en 2020, 20 000 régularisations, 20 000 relocalisations, en réalité 1000 seulement. Eh bien tout simplement parce que, évidemment, les États rechignent, ne jouent pas le jeu de la solidarité. Et le premier pays qui ne joue pas le jeu de la solidarité, je vais vous le dire, c'est l'Italie aujourd'hui. Parce que quel est le pays qui accueille le plus en Europe ? Eh bien, c'est l'Allemagne. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est l'Espagne. Le quatrième pays, c'est l'Autriche. Et l'Italie joue en permanence avec les règles de la solidarité européenne. Mais pire, la Pologne et la Hongrie. Oui, alors là, c'est le groupe de Visegrad qui carrément dit « nous, on ne veut personne ». Ouais, mais parmi les pays de première entrée, évidemment, l'Italie ne joue pas le jeu. Alors, que font-ils ? D'ailleurs, on est en train de le voir à la frontière à Menton. Ils laissent passer les gens. Et que va-t-on faire ? On va renvoyer un certain nombre de personnes vers l'Italie. Et à un moment donné, les personnes en situation de migration vont trouver le passage. Mais on aura perdu du temps. Éventuellement, on se pose des problèmes de sécurité. C'est pour ça que moi, je suis pour un accueil. L'accueil, c'est de la sécurité, c'est de la dignité. La sécurité pour tout le monde. Nous tous, parce que nous sommes dans un monde dangereux et nous devons contrôler les personnes qui rentrent sur le territoire européen. Nous devons savoir qui ils sont. Mais
en dignité, parce que nous leur devons la dignité, parce que nous sommes l'Europe, fondement de l'humanisme. Voilà, c'est tout simple. La raison doit gouverner. Philippe Bilger. Mais à votre avis, dans le micro, est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur les raisons de leur venue? J'entends par là, est-ce que c'est avoir un sentiment très laid sur le plan de l'humanisme que de se dire mais pourquoi viennent-ils? Eh bien, vous avez tout à fait raison de poser la question. Et puis, on va regarder les différentes crises qui se succèdent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et on va sans doute ensemble trouver un certain nombre de raisons. Quand une jeunesse entière, je vous rappelle que en Afrique subsaharienne, la moitié de la population a aux environs de 15 ans, et que leur avenir est particulièrement bouché. Et donc, dès lors, s'étonner qu'un certain nombre de jeunes gens veuillent s'inventer un avenir, non. Après, nous devons avoir une réponse, bien entendu. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Van der Leyen est allé en Tunisie, signer un accord. On a promis 101 millions pour renforcer la technologie, etc., l'achat de bateaux, etc. Mais aujourd'hui, que fait le gouvernement tunisien? Eh bien, il chasse un certain nombre de migrants et en même temps, il chasse une partie de sa jeunesse, les met dans les mains de mafias qui, de Sarzis à Sfax, envoient cette jeunesse sur des... Françoise Devois et Jean-Michel Fauvergue court parce qu'on part en 0826 300 300. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, et merci de rappeler que nous devons cesser de passer des accords avec des personnes pas fiables. La Tunisie, qui était l'espoir des printemps arabes, est en train de sombrer dans le pire régime qui soit. Et je suis très heureuse que vous cassiez de cette façon-là les idées reçues. Il y a d'autres idées qui arrivent. Quand Philippe tout à l'heure disait « je n'arrive pas à comprendre que c'est une chance », eh bien, je le redis, les premières études tombent sous la direction de l'ONU, qui n'est pas soupçonnable de gauchisme échevelé, est en train de faire l'étude de ce que rapportent les migrants. Je le disais, dans un pays comme l'Italie, c'est 13 milliards d'impôts. L'idée reçue, vous savez que 53% des migrants sont chrétiens et ne sont pas musulmans. Donc, on est dans une instrumentalisation de l'extrême droite, mais c'est tellement classique. Marion Maréchal Le Pen a fait ce que sa tante a fait en 2011, avec la même impuissance, parce que la réalité, c'est que tout ça est totalement stérile. Il faut imposer des quotas au pays. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, alors moi, je suis assez content que Pierre-Henri, monsieur Pierre-Henri, pardon, excusez-moi. Non, Pierre-Henri, tout va bien. Monsieur Pierre-Henri reconnaisse quand même qu'il y a un échec total dans les politiques africaines d'une manière générale, et ça, c'est quelque chose d'important. Pourtant, notre aide publique au développement en France, elle est égale à 0,6% oui, elle a de notre baissé. pays. Non, elle a baissé. Jean-Michel, elle ne fait que baisser. Faux. Elle a augmenté de... Non, mais pas elle du ne fait tout. que baisser. Elle a augmenté, elle était à 0,4, elle est à 0,6 du PIB. Parce qu'elle avait déjà baissé avant, il y a eu un rattrapage. Et donc, du coup, tout l'argent qui est donné là-bas, eh bien, il sert pas à grand-chose. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je voudrais réagir sur quand on nous dit l'accueil sécurité, si c'est vrai. Je suis désolé, François. Françoise, laissez François, ça ne correspond pas à ce que vous pensez, mais c'est la vérité des choses. Ça sert à rien. Écoutez, moi j'ai bossé sur ces questions pendant des années. Je voudrais aussi il y a une contradiction. C'est la Grande-Bretagne qui est à 0,7, c'est tout. J'ai dit 0,6. Jean-Michel, allez, ça ne sert à rien, ça n'est pas vrai. Quand on dit sur l'accueil est synonyme de sécurité, non, l'accueil n'est pas synonyme de sécurité. Vous avez une délinquance qui est une délinquance agressive, qui est tout Français vous le dira, avec des agressions de mineurs non accompagnés, des agressions d'autres personnes qui ont des stupes, etc. Non, il y a une partie de cette immigration-là qui est agressive, et l'accueil n'est pas synonyme de sécurité. Elle est d'autant plus agressive qu'elle est laissée à la rue. Ah ouais, allez, et donc, moi, je suis pour le contrôle, voyez-vous. Allez-y. Pardon. Allez-y. Oui, mais je pense qu'en réalité, nous n'avons pas véritablement le choix, ou plus exactement, nous avons deux scénarios devant nous. Nous avons un scénario de raison, de pragmatisme, pour des raisons démographiques et économiques, un peu un scénario à la Merkel, Wir schaffen das. Nous pouvons le faire avec raison, pragmatisme, pour des raisons économiques et démographiques. Et puis nous avons un scénario à la Orban, à la Mélanie, qui, en gros, on ferme tout, on se rétracte,
Et ça, c'est le scénario du déclin. Et je vais vous dire, dans les deux cas, ça va coûter de l'argent. Dans un cas, il va falloir mettre de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour le logement. Et dans l'autre cas, il faudra mettre des sommes folles pour la technologie, pour la police, la surveillance, etc., sans garantie de réussite aucune. Eh bien, c'est à chacun en conscience aujourd'hui de choisir. En tout cas, 0826 300 300, une réaction de Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir. Bon, vous avez tout dit, mais bon, à mon avis, c'est parce que les Français voulaient écouter. Évidemment, moi, ce que je pense, c'est que nous sommes dans une situation où les passeurs et les ONG sont devenus les néo-esclavagistes de notre époque, afin de se déstabiliser complètement le territoire européen. Après, on peut pas après les accepter en 3 points, rapidement, parce que je sais qu'il faut être rapide. Le premier, c'est le côté humanitaire. Si on regarde aujourd'hui les migrants qui sont actuellement sur notre territoire, au niveau de l'accueil, je pense que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on leur avait promis. En l'occurrence, on les voit, certains sont logés effectivement dans des hôtels, mais d'autres dans des tentes ou sous des ponts. C'est bien s'ils ont des tentes, Gérald. C'est bien s'ils ont des tentes, vraiment. C'est très rare. Françoise, attendez, laissez-le finir. Attendez, laissez-moi finir, parce que vous avez évidemment parlé. Le deuxième, il est économique. Et financièrement, cela nous coûte une fortune, plus de 50 milliards d'euros par an, notamment l'année dernière. Après, avec évidemment les hôtels, les placements en fait, des soins gratuits, l'aide médicale d'État, le paiement des associations et autres ONG, et ensuite les aides sociales. Tout ça, en fait, il faut le réformer parce que la plupart viennent pour ça dans notre pays. Ça, il faut le savoir. Et finalement, ce n'est pas assez rentable pour nous, donc le retour sur investissement, il est quand même déplorable. Je finis par le troisième point. Il est sécuritaire. En effet, nous avons une population qui est immigrée et qui ne sont pas de la même culture que les nôtres. Donc, du coup, nous avons une culture en fait qui se confronte à la nôtre, et donc évidemment la sécurité est quand même grandissante. On le voit toutes les 3 minutes en France, il y a une agression, et 80%, vous pouvez le juger ou non, 80% est cause à cause de migrants ou d'extra-européens. Donc ça, malheureusement, ce sont des faits. Allez, alors, Gérald, il y a petite réaction, une petite réaction de Jean-Michel Fauvert. Non, mais j'ai bien compris ce que dit Gérald et je suis d'accord sur un certain nombre de choses, sur ce qu'il a dit, peut-être pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Mais je voudrais juste préciser quand même, parce que j'étais sûr de mon fait et j'ai fait une recherche rapide, que en 2022 par rapport à 2021, l'aide publique au développement en France a augmenté de 12,5%. Parce qu'elle a été baissée en 2017. Non, mais non. Écoute, on est au plus haut niveau. On est à 16 milliards aujourd'hui. On est un des pays qui donne le plus. Il faut aller regarder en réalité ce qu'il y a à l'intérieur de l'aide au développement. C'est un peu plus compliqué que ce que vous êtes en train de dire. Tout a baissé, vraiment. En 2017, Macron a baissé l'aide. Parlez pas en même temps. Laissez Pierre-Henri, président de France Fraternité, on vous écoute. Oui, mais écoutez... je crois que, d'abord, ce discours autour de la criminalisation des ONG n'a absolument aucun sens. Les ONG ne sont pas des pourvoyeurs de migrants. Ça, c'est les mafias qui s'engraissent sur le dos des migrants qui font trafic d'êtres humains. Les ONG... Mais il y en a, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de trafic... Il y a un business très florissant qui n'est pas celui des ONG. Absolument. Disons les choses très clairement. Les ONG qui interviennent par exemple en Méditerranée centrale, elles font le travail que les États devraient faire en matière de sauvetage. Je pense notamment à SOS Méditerranée. Donc ce discours n'a véritablement aucun sens. C'est un discours militant, haineux, qui cherche à opposer les gens. Moi, je suis pour qu'il y ait un accord entre les États et les ONG pour aller en Méditerranée sauver les gens, pas opposer les uns et aux autres. Vous pouvez comprendre que certaines communes qui ne peuvent pas gérer ces personnes qui arrivent, ce soit très compliqué pour eux. Mais vous pouvez comprendre que c'est insupportable. compliqué quand ce n'est pas organisé. Oui. Mais vous comprenez que les citoyens peuvent être en colère. Mais je vous rappelle que sur le territoire... est dépassé, avait dit François Mitterrand il y a plus de 30 ans. Pardon ? Le seuil de tolérance est dépassé, avait dit François Mitterrand en 89. Vous savez, le seuil de tolérance, moi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai travaillé pendant, et je continue à travailler dans ce secteur. Les établissements qui accueillent les personnes dans des lieux, soit collectifs, soit individuels,
il n'y a pas de sujet. Par contre, vous laissez les gens à la rue, c'est une école de la folie. Et donc, moi, je suis pour des structures d'accueil. Pour les encadrer. Dès le premier arrivé, pour les encadrer. Ça ne me gêne pas de dire cela. Mais il faut beaucoup moins d'arrivées. Ouais. Pardon ? Il faut beaucoup moins d'arrivées. Non, parce que par État, en répartition par État, ça fait très peu. Allez, honnêtement, Jean-Michel, vraiment, si on arrivait à imposer ça. On va pas repartir dans un débat, malheurousement. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Merci beaucoup. Merci mille fois, président de France Fraternité, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on se... Mais on vous réactionne avec je me sens moins seul, invitez-le souvent quand je suis là. On est un peu masochiste. Allez. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner avec Philippe David jusqu'à 19h dans les Vraies Voix Sud Radio, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degout, éditorialiste Sud Radio et LCI, Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID et auteur de ce livre, Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Mais c'est pas parce que vous êtes l'ancien patron du RAID que vous allez gagner au quiz de l'actu. Et c'est pas pour ça qu'on a peur. Allez, on y va. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre vraie voix invité qu'on aime beaucoup, Gérald de Montpellier. Cher Gérald, on vous rappelle brièvement les règles. C'est vous qui répondez en premier à la question. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent pour vous et dans l'ordre qu'ils veulent, avec le ton qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent et nous, avec Philippe, on les sert. Voilà. Oui. En tout cas, on essaye. Allez, qui c'est qui l'a dit, Philippe? Qui c'est qui l'a dit au sujet de Lampedusa? Bien sûr qu'il y a une forme de submersion au sens propre du terme. Je sais. C'est à gauche, je dirais Mélenchon. Non. Zemmour. Non. Non, c'est David Lisnard. Non. Lisnard. Non. C'est pas Ciotti qui a parlé. Non. J'en sais rien. C'est pas Ciotti, c'est un autre. Marlin. Retailleau. Bonne réponse de Philippe Bilger. De toute façon, il y a toujours quand il y a Retailleau, c'est toujours Philippe Bilger. De toute façon, c'est plus qu'Eploque, tu sais. C'est ou Ciotti ou Retailleau. Allez. Très dû de m'halluciner. 1-0 pour Philippe Bilger. Allez, Gérald, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Je ne serai pas l'Emmanuel Macron de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Édouard Philippe? Non. Pas du tout. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui a été un peu plus rapide. C'est Jordan Jetez-vous dessus. Bardella, le président du Rassemblement National. Il y a 2-0, Bilger. Qui c'est qui l'a dit à propos de la présence d'Emmanuel Macron à la messe papale? Ce n'est pas un one-man show, ce n'est pas un happening. Ah, c'est pas Ruffin. Attends, mais Françoise, il a pas répondu. Vraiment, je dirais Éric Zemmour. Non, c'est quelqu'un à qui Jean-Michel Fauvergue a réglé ses comptes il y a quelques jours dans les vraies voix. Ah bon? Marlex. Bonne réponse de Philippe Bilger. Oh là là. C'est un Grâce à Jean-Michel. Parce qu'il était là encore il y a quelques jours dans les vraies voix. On invite le RAID parce qu'on n'est pas en sécurité avec tous ces migrants qui arrivent. Des fois qu'ils arriveraient à la porte. Allez, François, si vous voulez pas partir en garde à vue, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit au sujet... Non, il y a moi aussi. Qui c'est qui l'a dit au sujet de Lampedusa? Plutôt que de les répartir, il faut les faire repartir. Marine Le Pen. Non. Marion Maréchal. Non. Bonne réponse, Éric Ciotti. Éric Ciotti. Moi, je suis quand même en arrière. Qui c'est qui l'a dit? Ça, c'est drôle. De temps en temps, on me confond. On m'appelle souvent Monsieur Fabius ou Monsieur Jospin. Juppé. Bonne réponse, Alain Juppé. Il est bon. J'ai trouvé ça très drôle. Allez, qui c'est qui l'a dit? Quand je mollis, on me le reproche aussi. Marine Le Pen. Non, c'est pas. Ah, pardon. Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je dirais, je sais pas. Hidalgo. Non. Zemmour. Non. Marine Le Pen. Non, à gauche. À gauche, Mélenchon. Bonne réponse, Jean-Luc Mélenchon. François Degout était un poil plus rapide. Quand je mollis, on me le reproche aussi. Oui, mais il a fait un discours, toute l'humanité était debout, c'est dingue. Qui c'est qui l'a dit? Je suis favorable à l'expulsion des logements sociaux des familles de délinquants. Ah oui, je sais. Darmanin. Ouais. Non. Ah oui, alors c'est Lisnard. Bonne réponse ce matin sur Sud Radio. Chez Jean-Jacques Bourdin. Au micro de Jean-Jacques Bourdin, exactement. Qui c'est qui l'a chanté? Un petit accordéon, un barbecue, l'apéro, ça filerait des boutons à la Sandrine Rousseau. Bah, on le sait, c'est Gérald. Comment il s'appelle là, le PCF, là, le président du PCF. Non. Il a chanté. Chanté. C'est que de l'amour. C'est un chanté.
Ah ouais, j'en ai aucune idée. Hallyday. Donc Johnny Hallyday, il est plus là. Quel chanteur! C'est un chanteur, Gérald. Patrick Sébastien. Mais oui, Patrick Sébastien. C'est qui reprend? Ah mais non, je suis à égalité avec Bill. 3-3. 3-3, non, 3-3, 1-1, un Jean-Michel, un Gérald et 3-3 entre eux. Eh ben, on pourrait dire que Gérald n'a pas gagné, mais nous, on se dit qu'il a gagné. Bravo, Gérald. C'est d'autant mieux qu'il n'y a rien à gagner, alors. Gérald, vous restez avec nous, bien entendu. Dans un instant, on fera le journal de la Coupe du Monde avec Lucien Gasparac, puisque la France va rejouer dans quelques instants. Et puis on reviendra, bien entendu, sur le top click de Félix Mathieu. Et on fera le tour de table de l'actu, mais on en parlera. Allez, à tout de suite, c'est les vraies voix Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300. N'hésitez pas, on vous attend au standard. Bus. Et elles sont là, nos vraies voix fidèles au poste. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI. Et puis Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID et auteur de ce livre, Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Et vous, au 0826 300 300. Aude vous attend. Et bien entendu, vous pouvez d'ores et déjà vous équiper, en tout cas, vous inscrire pour le prochain débat. Et on reviendra dans ce prochain débat avec Philippe David sur finalement cette proposition du sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudelier, qui a indiqué avoir déposé avec 34 sénateurs une proposition de loi pour inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution. Dites-nous ce que vous en pensez, on vous attend au standard. Tout de suite, c'est le top click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top click. Et l'ancien Twitter devenu X maintenant va-t-il devenir payant? Elon Musk laisse entrevoir l'hypothèse, Félix. Oui, le propriétaire du réseau social évoque un possible petit paiement mensuel pour réduire le nombre de robots de faux comptes sur la plateforme. Il l'a dit hier lors d'un entretien public avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier l'interrogeait sur la manière d'empêcher les robots de reproduire et d'amplifier les contenus antisémites sur la plateforme. D'où cette réponse d'Elon Musk. En fait, ce que je dis, c'est que la raison principale pour laquelle nous évoluons vers un petit paiement mensuel pour l'utilisation du système X, c'est que c'est le seul moyen auquel je puisse penser pour combattre de vastes armées de robots. Parce qu'un robot, ça coûte une fraction d'un centime, disons un dixième de centime. Mais si quelqu'un doit payer ne serait-ce que quelques dollars, un montant mineur, alors le coût effectif des robots est très élevé. Et puis, vous devriez également obtenir un nouveau mode de paiement à chaque fois que vous avez un nouveau robot. Voilà ce qu'explique Elon Musk. Twitter payant, forcément, ça suscite beaucoup de commentaires. S'il le fait vraiment, ça va tuer le site, peu importe le coût. La plupart des gens ne paieront pas, cela tuera le site et les revenus publicitaires d'un seul coup. C'est incroyable, réagit sur la plateforme Ed Zitron, patron d'une entreprise de relations médias et chroniqueur pour le média Business Insider. Cette conversation entre Elon Musk et Benjamin Netanyahou a été diffusée alors que le milliardaire est embourbé déjà dans une dispute avec l'Anti-Defamation League, une organisation juive des États-Unis, accusée par Elon Musk d'avoir lancé des accusations infondées d'antisémitisme contre sa plateforme, accusations qui, selon lui, ont effrayé les annonceurs et nuit aux revenus de l'entreprise. Et vous seriez prêt à payer pour Twitter? Alors là, j'hésiterais, franchement. Ouais, franchement. Bon, écoutez, moi j'ai pris Twitter Blue parce que je pense que c'est bien mieux pour la visibilité. Ça coûte 9 € par mois, mais en réalité, là, tous les mois maintenant, Twitter me donne 10 € ou 15 € parce que mes tweets ont été vus et revus. Donc ça, c'est le premier point. Après, j'entends ce que dit Elon Musk. S'il faut faire 10 centimes, par exemple, de paiement, un paiement symbolique pour avoir des empreintes de carte bleue et empêcher que les bots arrivent, c'est pas mal. C'est pas mal. Jean-Michel Fauvergue, Perrier. Oui. Moi, je suis pas sur Twitter, donc. Comme ça, c'est réglé. Par contre, il y a pas mal de temps, il y a très très longtemps, j'étais sur X. Allez bien, il nous fait du Philippe David. Allez, autre sujet, cette vidéo d'un internaute qui propose une méthode pour pouvoir frauder la CAF et ça cartonne sur les réseaux sociaux. Le dénommé Mertel affirme notamment toucher l'allocation adulte handicapé en faisant croire qu'il est atteint d'une maladie psychique. Je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL, soit 1 800 € net par mois, sans rien foutre, sans bosser.
Vive la France, alhamdoulilah. Je vais vous avoir la hache, même si vous êtes en bonne santé. Moi, alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Je suis juste handicapé sur le papier parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé. Et moi, je vais vous aider à vivre dignement en touchant des allocations généreuses, sans travailler. Parce que tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. Alors la vidéo est très repartagée sur les réseaux sociaux, notamment par Charles Prats, cet ancien magistrat qui s'est spécialisé dans la fraude fiscale et sociale. Il écrit « Voilà la réalité de la fraude sociale, un influenceur entre guillemets qui revendique haut et fort son mépris des travailleurs et qui propose de se faire payer 300 € pour répandre son comportement scandaleux. » Et après avoir vu cette vidéo, je vois plus rouge que jamais car je fais partie des crétins qui paye 1800 € par mois, ce voyou à ne rien faire si les faits sont avérés. Alors moi j'ai franchement le sentiment en voyant cette vidéo que c'est la lâcheté de nos dirigeants dont il se moque, puisque ça fait des années que Charles Prats écrit des livres décrivant la fraude sociale et que, évidemment, on ne fait rien pour acheter quoi ? La paix sociale. Et pendant que ce type touche 1800 € par mois, alors qu'il n'est pas handicapé à ne rien faire, je vous rappelle qu'on a des retraités agricoles qui gagnent 900 € par mois et qui ne se chauffent même plus parce qu'ils n'ont plus les moyens de se chauffer et qui ne font même pas 3 repas par jour. Alors, comme disait le général de Gaulle, c'est beau, c'est grand, c'est généreux la France, mais c'est généreux avec des gens qui, comme ça, nous volent et en plus nous crache à la figure. Alors, quand est-ce qu'on va arrêter de laisser faire des choses pareilles ? On vient d'apprendre que Bercy va enquêter sur cette affaire. Je cite, ce sujet est pris très au sérieux, c'est une provocation. Il faut que ce genre d'incivilité cesse. Nous allons faire les enquêtes nécessaires. Alors Bercy, la balle est dans votre camp et surtout, ne vous gênez pas. Et envoie et Bercy. Et Bercy, beaucoup. Oui. Moi, je ferai très attention avant de m'emballer parce que je pense que cette vidéo reprend absolument tous les critères qui font partie de la, comment dirais-je, de la logique politique de la droite dure, de l'extrême droite. J'attends de voir l'authenticité de cette vidéo. Si Bercy veut enquêter, je veux savoir qui est cet influenceur, qui a fait ce texte. Et non, mais moi, à la limite, si c'est vrai, tant mieux. Si c'est de la provocation, tant mieux. J'attends de voir. Je suis sidéré de voir que, au mot près, cet influenceur reprend l'ensemble, comment dirais-je, des arguments de la droite et de l'extrême droite pour expliquer, regardez, on paye des gens à rien foutre. Moi, je suis en colère comme vous, si c'est vrai, mais je veux connaître l'authenticité de cette vidéo. Si c'est avéré. Qui est cet homme pour qui travaille-t-il réellement et qui est véritablement derrière ce message? Jean-Michel Fauvergue. Je pense que même cette déclaration-là, et je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, ça peut tomber sous le coup de la loi pénale. Et je pense qu'il peut y avoir une enquête et on verra la vérité. Il s'appelle comment, le gars? Mertel. En tout cas, nous verrons exactement. Ça me semble gros. J'attends de voir qui. Voilà. J'attends de voir qui est derrière cet homme. Et je pense qu'on va se marrer si on enquête sérieusement. Allez. Faut pas se mettre Mertel en tête. Voilà, c'est ça. Ça y est, Philippe Bilger commence à détendre sur Philippe. Philippe David sur Philippe Bilger. On n'en peut plus. J'ai une bonne influence. Restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Françoise de Gois, on parle de quoi avec vous? Eh bien, écoutez, d'un journaliste que j'adore, Didier Roustan, qui sort un bouquin qui s'appelle Puzzle, 40 ans de football. Il raconte comment il a un déjeuner avec Maradona en tongs. J'adore ce journaliste et ce livre est formidable. Et Jean-Michel Fauvergue? Moi, je voudrais reparler du syndicat de la magistrature. Est-ce qu'il représente dignement et réellement les magistrats? Et puis vous, Philippe Bilger? Dieudonné, lucide ou vicieux sur Médine? Eh bien, on en parle dans quelques instants. On fait une petite pause, c'est les vraies voix de Sud Radio jusqu'à 19h. 0826 300 300, votre numéro préféré. N'hésitez pas à vous en servir. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 20h. Oui, c'est ça. Ça doit être votre rendez-vous quotidien. C'est-à-dire que vous ne faites rien. Voilà, vous vous asseyez, vous vous détendez, vous nous appelez 0826 300 300. Mais si vous téléphonez, vous ne conduisez pas. Et vice versa. Si vous téléphonez et si vous, bref, vous avez compris. Vous avez compris, Cécile de Ménibus. Vous vous arrêtez sur le bord de la route. Sa pensée. Ce qu'on appelle ça la clarté dans la confusion. Je pense que vous conduisez mieux que vous ne pensez parfois. C'est ce que je pense. Elle est extrêmement modeste, mais c'est une conductrice de rallye exceptionnelle. De circuit, mon petit chat. De circuit. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois est avec nous et Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID, est avec nous. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais je la prends pour moi. Philippe Bilger, vous vouliez évoquer Dieudonné qui a décerné une quenelle d'or à Médine, passation d'afro-descendant à l'autre. Il a décerné une distinction antisémite, évidemment, clairement, dans l'esprit de Dieudonné, la quenelle d'or, et il a indiqué, en effet, passation d'afro-descendant à un autre. Alors, je me suis interrogé, est-ce que c'est une forme de lucidité de la part de Dieudonné qui, quoi qu'odieux, peut être capable de reconnaître les familiarités odieuses qu'il peut avoir avec d'autres, ou est-ce que c'est une manière de piéger Médine à la suite des polémiques qui ont eu lieu ces derniers jours, en disant, mais en se moquant de la gauche ou de l'extrême gauche qui l'a défendu contre vents et marées? C'est une question que je me pose. Je ne surestime pas la pertinence et la qualité de mon point de vue. Bon, de toute façon, il mérite la quenelle d'or, Médine. Voilà, moi je fais partie de cette gauche qui n'a pas accepté. À partir du moment où la quenelle d'or, c'est plus infamant qu'une récompense, à mon avis. Non, mais je veux dire par là qu'à partir du moment où vous écrivez le tweet que vous écrivez le tweet que vous écrivez, point. C'est un tweet antisémite. Il n'y a pas besoin de couper les cheveux en quatre et d'essayer de post-théoriser une venue qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà, moi je suis très clair là-dessus. Et puis les antisémites se reconnaissent entre eux, voilà, c'est normal. Quoi de plus logique? Je pense qu'il n'y a rien d'autre que ça, en fait. Jean-Michel Fauvergue, un mot là-dessus? Ouais, moi j'étais, comme tout le monde, surpris par cette invitation de Médine qui finalement n'est pas passée, ne passe nulle part. Qu'il reçoive une pseudo approbation, oui ou non, ou quelque chose de déguisé de la part de Dieudonné, effectivement, ça, je veux dire, c'est pas les extrêmes qui se rejoignent, mais voilà, c'est. Françoise Degois, votre tour de table, c'est sur un coup de cœur pour un livre d'un grand journaliste de football, Didier Roustan. Oui, alors je voudrais le dire parce que le personnage est assez modeste, mais c'est quand même un monument, Didier Roustan. C'est un type extraordinaire, cultivé, baroque. Il n'est pas simplement cultivé en matière de football, il a une vraie culture générale, ça sent une véritable ouverture. Alors moi je me régale quand je peux, je regarde l'équipe du soir, je fais de la promo parce que je pense que c'est la meilleure émission de foot du PAF sur la chaîne 21, animée par Olivier Ménard. Et donc Roustan sort un bouquin, il s'est fait un peu tanner, et ça s'appelle Puzzle. Pourquoi ça s'appelle Puzzle? Parce que c'est en 1000 morceaux, et c'est un peu de sa vie, mais beaucoup de ses rencontres. Et il y a des choses, mais vous qui adorez le football, les deux Philippe, là, honnêtement, vous allez vous régaler en lisant ce bouquin. Il raconte comment il est jeune journaliste à 24 ans, qui se retrouve ding-dong à sonner comme ça chez Diego Maradona, qui lui ouvre, il est en tang, et il déguste ensemble un asado, c'est-à-dire un barbecue argentin, la manière traditionnelle de recevoir ses invités. Il raconte sa rencontre avec Mike Tyson, il raconte les roulades de Jean-Pierre Papin, qui sont quand même un peu forcées dans la surface de réparation quand il joue à l'OM. En termes de simulation, voilà, il était pas mal. Il raconte la rencontre que je n'ignorais, mais vous qui êtes une encyclopédie, vous devez vous souvenir de cette rencontre au sommet entre Cantona et Maradona. Ça vanne pendant 1 heure, c'est hors du commun, ça vanne les institutions internationales, bien sûr, les deux rebelles ensemble. Il parle de Cruyff, il parle bien sûr de Platini. C'est un livre remarquable parce que c'est un livre qui tranches de vie. Il n'est pas dans la naphtaline, il n'est pas dans c'était mieux avant. Il n'est pas c'était mieux avant. Il est dans voilà pourquoi c'est beau le sport. Il parle pas que du football, mais essentiellement pourquoi c'est beau le sport et pourquoi ces champions sont merveilleusement humains. J'adore ce bouquin. Très bien écrit. Alors avec un langage parfois un peu parlé, mais il y a des passages poétiques. Mais c'est à la image de Roustan. Voilà, baroque, poétique et cultivé. Philippe Bilger. Est-ce que moi je me rappelle il y a très longtemps, il était sur TF1. Oui, il commentait les matchs de l'équipe de France dans les années 80. À l'époque, il m'emballait pas et j'ai l'impression qu'il est devenu un peu mythique dans le monde du foot. Je suis d'accord. C'est un incontournable quand même. Je suis d'accord. C'est vrai qu'à TF1, il n'était pas si emballant quand il était jeune.
Voilà. Michel Fauvergue. Alors moi sur le fond du livre que j'ai pas lu mais que je vais lire, j'ai pas grand chose à dire. Par contre sur la forme et la manière dont on fait de la publicité, Françoise, à mon prochain bouquin je lui confie. Elle est bien. Elle vend bien. Mais quand j'aime, je compte pas vraiment Didier Roustan. Et regardez pour une fois, après avoir écouté les matchs sur Sud Radio, et regardez l'équipe du soir sur le foot. C'est la brochette d'invités. Bon. Olivier Ménard, Éric Blanc, évidemment, le président à vie, Didier Roustan, c'est formidable. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce livre. Françoise Degois, dans un instant, Jean-Michel Fauvergue reviendra sur le syndicat de la magistrature. Représente-t-il dignement et surtout réellement les magistrats? C'est une grande question. Ce sera son tour de table de l'actu. Et puis à 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur cette proposition de loi d'inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution. Est-ce que vous dites oui, vous dites non? 0826 300 300. Venez nous le dire. On vous attend au standard avec Aude jusqu'à 19h. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Jean-Michel Fauvergue est ancien patron du RAID en l'occurrence, et ancien député est avec nous. Je vous rappelle la question du jour puisqu'on en parlera dans quelques instants dans le coup de projecteur des vraies voix. Soyez-vous pour l'inscription des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution? On en parlera dans quelques instants. Tout de suite, c'est la suite forcément du tour de table de l'actu avec Jean-Michel Fauvergue, où vous vouliez revenir sur le syndicat de la magistrature. Jean-Michel. Oui, est-ce qu'il représente dignement ou réellement, tout simplement, les magistrats? Alors, vous savez que le syndicat de la magistrature est allé à la fête de l'humanité, parler des violences policières, parler, c'est ce qui fait le mieux, il ferait mieux de bosser d'ailleurs. Et ça a choqué visiblement. Le syndicat, oui, bien sûr que ça a choqué. C'est le syndicat qui disait, en tout cas un des fondateurs disait, ayez un préjudice favorable pour les voleurs contre la police et pour les plaideurs contre la justice. Voilà. Et pour les plaideurs contre la justice. 70, mais c'est aussi le syndicat du mur des cons, pour lequel d'ailleurs ils ont été condamnés, et très fortement, 500 € avec sursis. 500 € avec sursis, ça veut dire pas condamné du tout. Alors le syndicat de la magistrature, c'est 25%. 25% de la magistrature, soit plus de 60%, c'est l'USM, l'Union des syndicats des magistrats. Des magistrats. Et FO est à peu près 10%. Mais je voudrais revenir sur la manière dont ils sont élus, le mode électoral. C'est un mode électoral style Sénat avec des grands électeurs et avec des listes. La problématique, c'est que c'est des listes par cour d'appel et que les petites cours d'appel n'ont pas suffisamment de personnel pour se mettre sur les listes et donc ils sont écartés de cette manière de voter. Il y a une loi organique qui arrive actuellement au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui revoit cette manière de voter et qui pose un principe simple qui nous semble à tous très démocratique. Rebattre les cartes. Un magistrat, une voix. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est important parce que le pourcentage des syndicats est important pour la représentation au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est fait et défait les carrières. Il y a une surreprésentation de l'extrême gauche au Conseil supérieur de la magistrature. Et voilà tout le pouvoir qu'a ce Conseil de la magistrature. Voilà, donc ce syndicat visiblement ne représente ni dignement ni réellement les magistrats, ni d'ailleurs le syndicalisme tel qu'il doit se pratiquer. Françoise Degois. Alors moi je suis pas du tout. On peut comprendre l'émotion de l'ancien policier puisqu'il y a quelques années ils avaient fait un document où les policiers étaient représentés avec un faciès de porc. Oui. D'accord. Ok, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi quand j'entends, mais non, mais c'est pas le sujet. J'entends ce que dit Jean-Michel, notre ami du RAID. Est-ce que vous vous indignez comme ça du syndicat de police Alliance d'extrême droite qui fait des tracts qui sont limite factieux, on dirait des tracts néofascistes ou des tracts des années 30, je vous ai pas entendu grimper au rideau pour dénoncer ça. Le syndicat de la magistrature, il est pas majoritaire déjà dans la magistrature. Vous nous sortez une phrase, c'est la fameuse théorie, mais ça, Philippe va me redonner le nom, qui date de mai 68, ça a quand même changé. Mais non, oui voilà. Mais écoutez, ça a changé. Et non, par ailleurs, la façon de faire du syndicalisme, l'USM représente, vous l'avez dit vous-même, 60% ou 70%.
65%. Le syndicat de la magistrature est minoritaire. Toutes les voix ont droit de s'exprimer. Quant au fait qu'ils aillent à la fête de l'humanité, c'est leur droit. Ils font du syndicalisme. Alors, je vous comprends pas. Vous êtes pas tous. Vous n'aimez pas ce qui est pas d'accord avec vous, en fait. Dans la loi organique de 58, il est interdit pour les syndicats de magistrats de faire des délibérations politiques, et ça a été rappelé par la jurisprudence de la CEDH. Je suis d'accord. Alors qu'est-ce que vous dites à vos amis d'Alliance qui il leur est interdit de faire de la politique? Ils prennent à partie des élus de la République. Vous dites quoi, vos amis d'Alliance? Est-ce que les gens d'Alliance pourquoi vous me dites mes amis d'Alliance? Moi, je suis ami avec tous les policiers. Vous n'avez pas dénoncé Alliance. Vous n'avez pas dénoncé Alliance. Est-ce qu'ils vont dans un parti politique, dans une fête d'un parti politique, discuter sur quoi que ce soit? Mais ils font bien pire. Ils font des tracts absolument politiques. Ils prennent à partie. Oui, c'est Philippe. Ils prennent à partie des politiques et de la République. Trop long. J'ai beaucoup changé au sujet du syndicat. Longtemps, j'ai répondu aux gens qui me demandaient pourquoi on ne le supprime pas. Je répondais, mais jamais un pouvoir n'aura le courage de le faire. Je pense que le syndicat d'aujourd'hui, Françoise, est gravement gangrené par le militantisme politique. Et je pourrais le développer longtemps. Lorsque, à la fête, c'est pas d'aller à la fête de l'humanité, ils auraient été chez LFI où Mélenchon disait que la police tue. C'est le fait de dire, lorsqu'on pose la question, nous ne sommes pas des juges politisés, nous sommes des magistrats politisés dans un cadre social. Ils avouent avec arrogance le fait qu'ils sont un parti et plus un syndicat. Et l'USM ne fonctionne pas comme ça. Non, malheureusement, l'USM, c'est un grand machin centriste. C'est un grand machin centriste et de droite aussi. Écoutez, on a le droit. Non, mais donc on a le droit. Mais la différence, c'est entre exprimer ses idées. Moi, je fais pas une défense en ligne. Votre comparaison avec Alliance est très discutable. Si on avait le temps. Mais c'est toujours discutable. Vous comprenez, quand ça va pas dans votre sens, c'est absolument discutable. Vous l'admettez. Mais je me moque de vous globalement. C'est impossible qu'un avocat général de votre qualité soit aussi déséquilibré dans les fléaux de la balance, de la justice. Enfin, vous êtes en train, et vous en plus vous avez été victime. Et je trouve que. Mais j'en suis ravi. Mais je trouve, en plus j'ai lu votre livre qui était remarquable, et je trouve que vous êtes assez subtil sur ces questions, bien plus que Jean-Michel Fauvergue. J'aurais préféré vous entendre. On parlait de Didier Roustan, on va citer un autre journaliste, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Voilà, c'est ça. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. Seriez-vous pour l'inscription des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution? Pour l'instant, vous dites oui à 79%. Et nous sommes avec Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône et co-signateur de la proposition de loi visant justement cette inscription. Bonsoir, merci d'être avec nous. Valérie Boyer, juste une question avant le débat. Est-ce que inscrire finalement les racines judéo-chrétiennes de la France est un coup porté à la laïcité? Absolument pas. Être laïque, c'est pas être amnésique. Et moi, je vais vous citer une phrase de Simone Veil, la philosophe, qui dit « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. » Voilà. Ne pas se rappeler d'où on vient, eh bien, je pense que c'est vraiment une souffrance qui est une souffrance, je crois, qui est partagée par les Français. On en parle dans un instant. Et aujourd'hui, c'est pas instaurer une théocratie que de dire d'où on vient. Ok, on en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes pour, vous êtes contre, on vous attend quoi qu'il arrive. Au standard, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous sommes à l'antenne, chers amis. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe Bilger ce soir, avec Françoise de Gaulle et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député. On est ravis de vous retrouver tout de suite. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, a indiqué avoir déposé avec 34 sénateurs une proposition de loi pour inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution et donc sanctuariser aussi les jours fériés actuels, Philippe. Oui, Cécile. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour l'inscription des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution? Ou est-ce que vous pensez, comme Jacques Chirac il y a quelques années, qui disait que les racines de l'Europe étaient autant musulmanes que chrétiennes? Ou est-ce que pour vous c'est une entrave à la laïcité?
On vous attend au 0826 300 300. Pour en parler, Valérie Boyer est avec nous, sénatrice des Bouches-du-Rhône et co-signateur de cette proposition de loi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Philippe Bilger, forcément, on a envie de vous demander votre avis sur cette question. Pour l'instant, seriez-vous pour l'inscription de ces racines judéo-chrétiennes dans la Constitution? Vous dites oui à 79% sur notre compte Twitter. Moi, je suis très heureux de cette proposition de loi parce que je considère que Jacques Chirac, en refusant cette évidence, a créé une très grave fracture dans la France. J'entends par là que depuis, il y a eu un infini malaise parce que il y a une manière de nier les évidences culturelles, géographiques, historiques, qui peut, par le décret de la loi, on définit par le refus d'inscrire les racines chrétiennes dans la France en considérant qu'elles ont uniquement une définition religieuse, alors qu'elles sont fortement imprégnées d'une culture française à laquelle tout le monde peut adhérer. Je pense qu'il a créé, par ce refus des racines chrétiennes, un grave malaise, comme si on voyait une réalité et qu'elle éteignait depuis cette époque. Moi, je pense au contraire que Jacques Chirac a eu tout à fait raison. Je pense que la laïcité n'a rien à faire dans une constitution. En plus de ça, Jacques Chirac se prononçait sur la laïcité, c'est dans la Constitution. La laïcité, c'est dans la Constitution. Attendez, laissez-moi finir. Vous êtes là comme des... Je termine mon propos. Je pense qu'on parlait absolument de Constitution européenne. Je pense que la France n'est pas un îlot, que les racines européennes ne sont pas que judéo-chrétiennes. Il y a des historiens qui ont un véritable débat sur est-ce qu'elles sont judéo-grecques? Qu'est-ce que vous appelez le christianisme? Est-ce que le christianisme orthodoxe est le même que le Vatican? Qu'est-ce que vous faites de la civilisation arabo-musulmane? Je rappelle que si nous savons compter, c'est grâce à la civilisation arabo-musulmane qui a inventé le zéro, Averroès, à Cordoue en l'occurrence. Est-ce que les racines ne sont pas arabo-musulmanes dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe, également en Italie, également en Sicile? Donc je pense que c'est exclusif. Je pense que ça n'a rien à faire dans une constitution, je le redis. C'est à visée bien sûr politique, toujours la même histoire. Et en plus de ça, c'est pas un article de loi qui vous servira, comment dirais-je, de gousse d'ail contre le diable que vous considérez comme l'immigration. Je rappelle, contrairement aux idées reçues, que l'immigration et la submersion, puisque vous avez tous ce mot à la bouche, peut-être pas vous Valérie, pas encore. Je rappelle que on a fait les comptes. 54% des migrants sont chrétiens, contrairement à ce qu'on nous rabâche matin, midi et soir. Jean-Michel Fauvert et ensuite Valérie Boyer. Oui, alors ce projet de loi, si j'ai bien compris, concerne la France et non l'Europe. C'est vrai qu'on peut dire qu'avec l'Europe, que l'Europe est arabo. Il y a une partie de l'Europe qui a été arabe jusqu'au XVe siècle, en ce qui concerne d'abord Isabelle la catholique. En ce qui concerne l'Espagne, le sud de l'Espagne. Et puis je vous rappelle qu'il y a eu le siège de Vienne au XVIIe siècle par les Ottomans, avant qu'il soit. Mais ça, il s'agit de l'Europe et dans le projet de loi, si j'ai bien compris, on parle avant tout de la France. Et moi, il me semble que c'est plus culturel que cultuel. Complètement. Cette affaire-là. Donc de ce point de vue-là, on est sur on est sur une tradition culturelle de la France. Qu'est-ce qui est chrétien dans ta tradition culturelle? Et pourquoi pas? Non, mais j'ai une question. On va poser la question à Valérie. Premièrement, effectivement, je rappelle que ce texte du Sénat avait été porté à l'Assemblée nationale en 2016. Puis moi, j'avais défendu des amendements à l'Assemblée nationale aussi. C'est Éric Ciotti qui avait fait, je crois, cette première loi. Le débat est ancien parce que parler des racines judéo-chrétiennes fait plus référence à un espace culturel qu'à un espace religieux, c'est une évidence, et qu'à un dogme religieux. Et je pense que ça ne changerait pas grand-chose concrètement. On a bien reconnu les langues régionales dans la Constitution de 2008, et le français reste la langue officielle du pays. Ce que je voudrais aussi rajouter, qui me semble essentiel, c'est que d'un point de vue constitutionnel, rien ne s'oppose à inscrire les racines chrétiennes et judéo-chrétiennes dans la Constitution. On peut y mettre ce qu'on veut, il n'y a pas de limite particulière. Je rappelle simplement qu'il y a une référence à Dieu dans la Déclaration des droits de l'homme, puisqu'il est désigné sous le signe de l'être suprême. Mais plus globalement, je pense que c'est important
Parce que je citais la philosophe Simone Veil tout à l'heure qui parlait disant que l'enracinement était un droit fondamental. Je pense que c'est essentiel de le rappeler parce que dans notre espace européen, qu'est-ce qui lie l'espace européen? Et ça, les historiens sont plutôt d'accord là-dessus, mais c'est pas un débat d'histoire qu'on doit avoir aujourd'hui. Eh bien, justement, c'est cet espace chrétien. Qu'est-ce qui a défini la différence entre le profane et le sacré, entre la religion et la politique, entre le spirituel et le temporel? Eh bien, c'est le christianisme globalement. Et dans cet espace, et la laïcité n'existe pas et n'existerait pas si nous n'avions pas ces racines chrétiennes, justement. Et justement, ça permet un espace de liberté, ça permet un espace de respect et de mettre aussi l'humain au centre des débats. Aujourd'hui, où on a l'impression qu'un homme vaut un homme, que comme si tout à l'heure Françoise de Gois parlait de l'immigration, c'est important. On vient avec notre patrimoine culturel, on vient avec notre rapport au corps, notre rapport au travail, notre rapport aux femmes, notre rapport à la joie. Et tout ça, c'est vraiment profondément culturel. C'est pour ça que si chaque être humain doit être considéré dans son humanité profonde, ça c'est une évidence. En tout cas, c'est ce que nous considérons ici en Europe, en Occident globalement. Je pense que aussi chaque être humain est différent, vient avec quelque chose. On n'est pas des robots, c'est pas des bras qui viennent, ce sont des êtres humains dans leur humanité, avec leur histoire, leur culture. Donc, pour en revenir à ça, ce débat, je crois, d'ailleurs je suis très étonnée du chiffre que vous citez sur Sud Radio. Ce débat, il est très important parce c'est les gens qui votent sur les réseaux sociaux. Il fait référence à ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on voit bien que profondément, ce que nous sommes, eh bien, on essaye de le gommer. Et gommer l'histoire, c'est une souffrance. Je pense que personne ne veut gommer l'histoire chrétienne de ce pays. Jean-Michel Fauvergue, tout à l'heure, parlait de culturel. Qu'est-ce qui est culturel entre le christianisme et la façon de nous comporter? Valérie Boyer parle de ce que nous apportons, mais on peut très bien, vous citez Simone Veil qui est une philosophe que j'adore, on s'enracine, mais on peut s'enraciner avec tout ce qu'on est, en agrégeant et en métissant tout ce qui est autour de nous. Et par ailleurs, vous faites une erreur historique en parlant de l'Europe qui se fonde sur la chrétienté. D'abord l'Europe est hellénistique, d'abord l'Europe elle est grecque, mais bien sûr que oui. Elle est judéo-grecque, mais c'est pas évidemment, elle est judéo-grecque. Tous les concepts de démocratie ne viennent pas du christianisme, ni de Byzance, ni de l'impératrice Hélène. En tout cas, un symbole très important. Peut-être que les Français ignorent et ceux qui nous écoutent, c'est que lorsque l'Union européenne s'est constituée, on a demandé, et c'est pas un club chrétien, c'était un club de personnes qui voulaient pas que l'horreur de la guerre se reproduise. Eh bien, le symbole de l'Europe, c'est le drapeau bleu qui fait référence à la robe de Marie bleue, et les 12 étoiles, c'est celle de la Vierge Marie. Ce n'est pas une erreur, c'est ce qui liait les hommes à ce moment-là. Allez, 0826 300 300, direction Montpellier avec Gérald. Gérald, une réaction? Oui, c'est cette manie qu'a la gauche à chaque fois de détester la France et de toutes ses cultures. J'adore la France. Attendez, France. Vous détestez la France. C'est pas vrai. Vous parle en fait de la chrétienté ou qu'on parle en fait de la culture française. Vous êtes là à vous lever et à vous mettre sur vos grands chevaux. C'est vraiment indécent. Donc, je vais vous répondre, Gérard. Vous savez, c'est très bonne chose de pouvoir mettre en fait ceci dans la Constitution. Il y a des pays dans le monde et notamment des pays arabo-musulmans où la religion est dans la Constitution, où en fait quand on va dans ces pays-là, eh bien évidemment, on abroge en fait les règles de ce pays religieux tel qu'il soit. Et je suppose qu'en France, c'est très bien de le respecter. Donc, félicitations. Je réponds à Gérald parce que c'est des accusations très graves. Moi, j'adore la France. J'ai même été élevé chez les sœurs. Alors, je peux vous réciter notre père. J'ai pas un problème avec la religion. J'aime les religions et je suis moi-même une pratiquante de religion. Donc déjà, vous avez tout faux de A jusqu'à Z. J'aime profondément la France et c'est pour ça que je l'aime, on ne peut pas la réduire à une seule chose. Troisièmement, les pays que vous citez qui mettent la religion, j'aimerais pas que nous devions ce modèle-là. L'Arabie Saoudite notamment. Je crois que la distinction qu'a faite Jean-Michel Fauvergue tout à l'heure est très juste entre le culturel et le culturel. Et je pense que Jacques Chirac a fait une grave erreur en enfermant son refus des racines chrétiennes dans une définition purement religieuse. En réalité, le terreau français
Français, il suffit de se promener en France. Mais ça, vous allez me faire le coup des clochers encore. Mais c'est pas ça le sujet, c'est magnifique les églises. Mais Françoise, lorsqu'on se promène en France, le terreau est évidemment chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans le cultuel, dans votre vie culturelle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous reste de chrétien? Mais dites-moi, moi je suis. Allez, quand vous vous promenez, vous avez des églises, vous avez des carmels, etc. Oui, je viens de le dire, mais c'est magnifique. La France est un pays de culture judéo-chrétienne, comme je sais pas, l'Arabie Saoudite est un pays de culture musulmane sunnite, ou la Thaïlande bouddhiste Theravada. Mais je ne suis pas chrétienne crève les yeux. Mais je ne suis pas d'accord pour que nous inscrivions ça dans notre loi suprême, parce que je pense que ça n'est pas inclusif. On va poser la question. J'arrive, Valérie Boyer. Gérald, pourquoi vous avez envie, vous seriez d'accord pour l'inscrire dans la Constitution? C'est ça qui aussi m'intéresse. Parce que la France, d'abord la partie culturelle, parce que la France ça fait 2000 ans qu'elle est judéo-chrétienne. Après, comme vous avez 36 000 églises en France, si demain en fait nous pouvons nous permettre de mettre ceci sur la Constitution, déjà on préservera évidemment nos jours fériés et autres, notre histoire qui s'accompagne par rapport à ça. Et après pour le reste, si ça peut ça évidemment, ça dépend de quelle manière elle est écrite et quelle manière elle est mise dans la Constitution. Si ça peut permettre en fait aux nouveaux arrivants musulmans à 80% et non à 53%, de s'abroger en fait, directement à nos règles. C'est parfait. L'Office national d'immigration. Je voudrais rappeler aussi une chose. En France, on a une particularité, même par rapport à nos voisins européens, c'est que nous sommes probablement un pays multiethnique, mais pas multiculturel, même si le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, on veut nous l'imposer aujourd'hui après avoir dit que ça n'existait pas, etc. Moi, je pense que le multiculturalisme est aussi une souffrance, parce que c'est un affrontement. Et nous avons cette particularité, c'est d'être universalisme. Et l'universalisme républicain vient du catholicisme. Que veut dire catholique? Ça veut dire universel. Et nous considérons que, d'où qu'ils viennent, les gens, à partir du moment où ils adhèrent à notre modèle, doivent être considérés pour ce qu'ils font, et pas pour la communauté dans laquelle ils sont. Moi, je ne crois qu'en France, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et voilà, vous cherchiez un exemple tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans? Ça nous vient justement de ça, puisque catholique, ça veut dire universel. Et cet universalisme républicain, aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il est battu en brèche, malheureusement, et que c'est une souffrance aussi pour les Français. Je crois qu'il n'y a aucun problème à rappeler qui nous sommes et d'où nous venons, et le fait d'inscrire ses racines en fait partie. Tout simplement, ça ne veut pas dire qu'on va devenir une théocratie, en aucun cas. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre en cause la laïcité. Pas du tout. Je rappelle que sans le christianisme, il n'y a pas de laïcité. Donc on est bien là-dessus. Ça ne veut rien dire. Sans le christianisme, moi, je veux rassurer Françoise, parce que je la sens un peu fébrile là-dessus. Non, pas du tout. C'est purement politique ce que vous faites, donc pas la peine de l'enrober. Je tiens à l'assurer. En fait, d'une manière générale, notre pays a pris ses dispositions avec le Concile, la loi de 1905. Il y a une séparation des églises et de l'État. Des églises et de l'État. Vous avez raison de le rappeler. Et donc, de ce point de vue-là, on ne craint rien. On est un pays parfaitement laïque. Et d'ailleurs, on se bat pour cette laïcité. Mais personne ne croyait vraiment qu'on est débile et qu'on a peur. Et on y tient, Françoise, si vous permettez que je termine. Et on y tient, et c'est quelque chose d'important pour nous. Néanmoins, quand vous baladez dans les rues, vous n'avez de cesse de tomber sur des églises, sur des prieurés quand vous êtes sur le territoire les quartiers national. Saint-Germain-des-Prés. Vous avez récemment le président de la République qui est intervenu pour essayer de trouver une solution sur nos églises qui se dégradent, etc. Sur notre patrimoine, qui est un patrimoine que l'on veuille ou que l'on veuille pas, qui est essentiellement chrétien. Ça fait partie de notre histoire. Et vous savez, moi je suis une amoureuse des grands peintres et des grandes architectures qui sont inspirées par Dieu, qui sont inspirées par la grâce divine. Léonard de Vinci, Michel-Ange, je ne conteste absolument pas la puissance du spirituel. Moi-même, je suis une pratiquante, donc je ne vais pas contester cela. Je dis simplement que la loi suprême n'a pas à comporter cela. Parce
Parce que ça ne rapporte rien. En réalité, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça va vous apporter? La loi suprême, qui est quand même la Déclaration des droits de l'homme, comporte l'être suprême. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la mondialisation qui est la nôtre, il y a une souffrance de cet effacement de nos racines. Et je ne veux pas revenir sur ce que dit Simone Veil sur l'enracinement, mais le fait de rappeler d'où nous sommes, simplement, ça nous donne un cap. Et je crois que c'est aussi un phare. Si le monde entier se précipite sur les côtes européennes pour venir, c'est parce que nous défendons certaines valeurs. Et qu'on y est bien. Que nous défendons certaines valeurs. Ils auraient le choix d'aller ailleurs. Parce que nous défendons certaines valeurs, parce que nous avons un mode de vie, parce que nous avons des relations entre les êtres humains, de respect, de démocratie, etc. Eh bien ça, c'est un héritage. Et cet héritage, on doit le transmettre et le préserver. Allez, merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir été avec nous, sénatrice des Bouches-du-Rhône et co-signateur de cette proposition de loi visant à inscrire, donc je rappelle, dans la Constitution les racines judéo-chrétiennes de la France. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Gérald, notre invité Vraie Voix. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 17h pour les Vraies Voix. Dans un instant, on va évoquer de très belles entreprises. C'est peut-être les entreprises préférées des Français. L'Oréal sera avec nous, Decathlon et la Fnac Darty. On est ravis de les recevoir avec notre ami Jérôme Laverny. On va parler emploi et vous allez voir que des emplois assez étonnants pour ces entreprises. On en parle dans un instant. Bienvenue. Dans un instant, on fait un petit point et on sera ensemble jusqu'à 20h.